Jean-Christophe Debert, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général de la mission laïque française. Alors la mission laïque a vu le jour à l'étranger il y a un peu plus d'un siècle. En fait, c'était un enseignement qui permettait d'être une alternative aux institutions religieuses de l'époque. Mais quelle est sa place aujourd'hui dans l'enseignement à l'étranger? C'est vrai que jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était les communautés religieuses qui assuraient la présence de l'enseignement français dans le monde. Et au moment où se met en place une école laïque, autour du pacte républicain de 1905, la mission laïque naît, une sorte de produit du ministère de l'Éducation nationale de l'époque, se développe, notamment sur le pourtour méditerranéen, puis partage d'huile dans un certain nombre de pays du monde, aujourd'hui 48. Et pendant que l'État lui-même développait, notamment dans les grandes capitales, des établissements d'enseignement français. Aujourd'hui, on a une coexistence, une complémentarité entre un établissement public, opérateur pour le compte de l'État, qui gère les établissements que lui-même avait créés auparavant, et la mission laïque française, une association étroitement liée, d'une part au ministère de l'Éducation nationale, d'autre part au ministère des Affaires étrangères, qui continue son travail avec des établissements qu'elle a créés, des établissements partenaires, et aussi des écoles d'entreprise, puisque les grandes entreprises du CAC 40 font appel à nous lorsque, sur leur site de production, elles ont besoin d'établissements scolaires pour leurs cadres. Donc, une place importante dans le monde de l'éducation à l'international, avec un outil qui est devenu privilégié, Internet. Alors, quelle place occupe aujourd'hui le numérique dans vos établissements? Nous sommes à une phase de passage. On passe de l'informatique comme outil à l'école à une recherche, une définition, une exploration de ce qui va être une culture numérique de l'enseignement. Et pour nous, c'est évidemment extrêmement important. Donc c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Est-ce qu'Internet décuple l'intérêt des élèves? Alors ça, ce sont des choses que les sciences n'ont pas encore particulièrement décrit. Ce qu'on sait, c'est que les élèves ne se passent plus désormais ni d'Internet, ni de leurs tablettes tactiles et autres smartphones, ce qui fait que, comme dans la vie, le numérique est entré et change les choses. À l'école, c'est pareil. Mais ça a un coût quand même, ces tablettes, ces ordinateurs. ordinateurs. Tout à fait important. Nous avions, lors de notre congrès de Saragosse, fait venir des opérateurs, des entreprises. Et nous constatons que ça reste un outil cher, notamment pour les pays en développement. Une expérience, notamment à Abidjan, sur la base de tablettes tactiles, à moindre coût, montre qu'on ne descend pas en dessous de 175 €, ce qui est très cher. Et ça veut dire aussi que les enseignants doivent être formés à ce nouveau type d'enseignement. Alors il y a plusieurs défis. D'abord, comment organiser l'établissement, l'espace-temps scolaire qui se trouve, et les relations entre les acteurs qui se trouvent profondément bouleversées. Est-ce que ça déshumanise un peu d'une certaine façon? Alors certains le craignent, notamment ceux qui n'ont pas encore embarqué dans la culture numérique. Et c'est vrai qu'il y aura un énorme effort à faire de formation, d'accompagnement, d'information surtout sur l'offre pédagogique pour les enseignants. Mais n'ayons pas peur, beaucoup d'enseignants ont déjà sauté le pas et sont des habitués de ces outils-là. Ils resteront de toute façon les maîtres qui organiseront le savoir, qui aideront les élèves dans d'autres formes que la classe habituelle, frontale, présentielle, à mettre de l'ordre dans l'acquisition de ces compétences qui restent de toute façon autour des programmes, et notamment du programme français, la colonne vertébrale d'un cursus. Est-ce que ça va permettre aussi de pouvoir scolariser tous ces enfants qui ne le sont pas? Parce qu'il y a quand même 60 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, 200 millions qui arrêtent avant la fin du primaire. Alors on parle de ces écoles low cost aujourd'hui, avec ces tablettes dans lesquelles sont intégrés les cours. Et l'enseignant, en fait, n'a plus qu'un rôle d'accompagnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la scolarisation dans le monde, notamment dans certaines zones du monde, marque le pas après qu'un effort important a été accompli. Des 60 millions d'enfants non encore scolarisés, la moitié sont en Afrique subsaharienne. Est-ce que ça va être la solution, ces tablettes numériques, ce sera probablement une des solutions, mais comme on l'a vu à l'instant, il faut, un petit peu comme pour le médicament, il faut une approche économique du problème. Il y aura toujours, de toute façon, besoin d'écoles, de maîtres, accompagnés par ces outils-là, un petit peu comme dans les années 60-70. La télévision a été un premier outil permettant de rassembler autour de nouveaux modes de communication les élèves et les professeurs, mais nous n'en sommes pas encore là.
Est-ce qu'à terme, on peut voir la tablette remplacer le cartable? C'est-à-dire que tout serait dans la tablette et le bon vieux cartable rangé dans le carton des souvenirs. C'est le rêve de beaucoup. Et j'étais dans une école il y a peu de temps au Maroc. Je constatais qu'on voit encore des cartables qui pèsent 10-12 kilos sur les épaules des enfants. Et ça n'est pas bien. Et il est vrai qu'un certain nombre d'établissements ont déjà exploré cette possibilité du passage du manuel à la tablette avec un certain succès. Monsieur Lebert, merci.